Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Emmanuel Macron, le président de la République, l'a annoncé, 239 nouvelles brigades de gendarmerie vont être créées. TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme, s'est rendue dans l'un des centres de formation de la gendarmerie dans le Finistère. Dans l'actualité également, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires qui va augmenter dans certaines communes. On vous explique dans un instant ce qui va se passer par exemple en Savoie et en Haute-Savoie avec les équipes de Huit-Mont-Blanc. Il se peut que vous ne soyez pas partis en vacances cet été. Ce reportage est pour vous. Vous verrez dans ce journal qu'il est encore temps. Nous partirons pour la Martinique où la saison des croisières est sur le point de débuter. Nous partirons rêver au grand large avec ATV Martinique. Et puis dans ce journal, des images exceptionnelles de l'exposition Van Gogh qui se tient à Auvers-sur-Oise. Visite guidée des derniers voyages du maître hollandais à la fin de ce journal. Voilà, nous commençons ce journal avec cette série de plusieurs attentats et tentatives d'attentats commis tout au long de la soirée et de la nuit du dimanche 8 octobre sur l'ensemble de la Corse. Parmi ces actions, certaines ont été signées par le FLNC dans un communiqué dénonçant le processus politique en vue de tracer les contours d'une autonomie à la Corse. Heureusement, ces événements n'ont fait aucun blessé. Ce sont des images de Télé Paese. Emmanuel Macron l'avait annoncé la semaine dernière, 239 nouvelles brigades fixes et mobiles seront créées en France d'ici 2027. Et pour compléter ces brigades, 2144 gendarmes supplémentaires devront être formés. À l'école de gendarmerie de Châteaulin, dans le Finistère, les instructeurs se préparent donc à accueillir un plus grand nombre d'élèves cette année. Regardez ce reportage d'Enora Lenôtre pour TBO sur place. La matinée commence par un entraînement au tir. Au moment de tirer couché, dans votre position, donc là il faut arriver à bien vous relâcher. À l'école de gendarmerie de Châteaulin, ces élèves aspirent à devenir gendarmes. Mais avant d'aller sur le terrain, ils doivent d'abord suivre une formation de 9 mois. On table sur un savoir-être et un savoir-faire. Donc le savoir-être, un comportement digne pour être gendarme. Donc militaire, discipliné, respectueux, et également des bases de militarité. Et également un savoir-faire, puisque demain ils seront sur le terrain, ils devront acquérir quand même des bases, des clés pour pouvoir travailler. 239 nouvelles brigades vont être créées en France d'ici 2027. Une annonce du président qui n'est pas sans impact sur les écoles de gendarmerie. Pour former de nouveaux gendarmes, les écoles augmentent leurs effectifs. Ici, à Châteaulin, le nombre d'élèves va passer de 800 à 1000 en janvier. Alors sur les infrastructures, on va être saturé, puisque quasiment on a le maximum de capacité de l'école qui va être atteinte. On a des crédits pour améliorer et agrandir les salles de cours, parce que évidemment la capacité d'accueil en nombre de lits c'est une chose, la capacité d'accueil dans les salles de formation c'est une autre. Et on a un budget prévu pour ça, pour agrandir nos salles de cours et augmenter nos capacités d'accueil dans la formation. En Bretagne, 12 brigades vont être créées, 3 dans le Finistère et les Côtes-d'Armor, 2 dans le Morbihan et 4 en Ille-et-Vilaine. Tout à fait autre chose en Savoie et en Haute-Savoie. Près de 350 communes peuvent désormais surtaxer les propriétaires de résidences secondaires avec pour objectif d'apporter aux plus petites des communes une recette fiscale complémentaire afin de renforcer le logement permanent et d'aider les gens à rester au pays. Regardez ce reportage de notre partenaire Huit-Mont-Blanc sur place. Propriétaires de résidences secondaires, prenez garde, la facture devrait être plus salée d'ici à 1 an. Jusqu'alors, seules les villes de 50 000 habitants dans lesquelles se loger était compliqué avaient la possibilité de voter cette surtaxation. Depuis août 2023, 2263 autres communes se sont ajoutées au niveau national, des municipalités qui avaient jusqu'au 1er octobre pour voter ce nouvel outil fiscal. À Cluses, les élus ont décidé à la quasi-unanimité de majorer cette fameuse taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Alors en termes de chiffres, effectivement, ça va être impacté sur à peu près 500 logements pour un montant total, puisque la taxe n'est montée qu'à 30%, d'environ 63 000 €. Mais cette taxe-là, elle nous permet surtout de rendre incitatif la réhabilitation des logements, voire pour les louer, comme pour les logements vacants, effectivement, puisque l'objectif de tout ça, c'est de pouvoir accueillir des habitants sans forcément construire des logements et des bâtiments neufs. Les régions montagneuses et balnéaires sont les principales zones concernées par
cette problématique de lit froid, un phénomène qui impacte le nombre de logements disponibles sur le marché, mais plus généralement toute l'économie locale. Songez bien qu'une commune comme La Clusaz, une commune comme Megève perd des habitants de manière significative. Donc on avait besoin d'avoir ce travail-là. C'est justement ce qu'on cherche à faire. Non pas à freiner les résidences secondaires. Bien sûr, chacun est libre d'avoir une résidence secondaire. Mais bien se rendre compte que des résidences secondaires dans des villages morts où il n'y a plus d'habitants, ça n'a plus aucun sens. Donc chasser la population locale qui va aller habiter ailleurs parce qu'elle n'a plus les moyens de se loger, c'est criminel, hein, disons-le, pour la vie économique d'un territoire. Et donc il faut envoyer un signal clair que quand on est résident secondaire, on doit prendre une charge plus importante des dépenses locales par rapport à ceux qui vivent dans le territoire. Cette augmentation de la taxe d'habitation des résidences secondaires pouvait s'étendre de 5 à 60%, une mesure attendue de longue date par les élus locaux à l'image de Chamonix. Avec plus de 2/3 des logements qui sont des résidences secondaires, représentant un total de 10 000 logements, la mairie a voté une majoration de la THRS de 50%. Il n'y a pas qu'à Paris que la psychose de la punaise de lit fait rage. À Montpellier, la société de transport en commun a dû faire appel à des renforts au poil. En l'occurrence, 3 chiens renifleurs de race Working Cocker qui, au final, n'ont rien trouvé. Regardez ce reportage de Tiffany N pour Via Occitanie. La star de l'opération détection, c'est lui, Tito, Working Cocker de 3 ans. À l'aide de sa truffe, il passe au peigne fin les véhicules à la recherche de la petite bête, qui provoque des démangeaisons, rien que d'en parler, la punaise de lit. Les chiens qui font les punaises de lit ne font que les punaises de lit. Voilà. Sinon, c'est trop aléatoire pour les chiens, quoi. Un être humain, c'est 20 000 molécules qu'on arrive à mémoriser. Un chien, c'est 1 million. Donc voilà, le chien doit détecter uniquement les punaises de lit et les vivantes. Alors au début, c'est la pugnacité du chien, c'est des chiens de chasse. Donc on leur apprend à chercher une balle, en fin de compte au départ, qu'ils aient l'amour de leur balle. Et en fin de compte, on réduit la grosseur de la balle au fur et à mesure, jusqu'à temps que ce soit une petite tête d'épingle. Et en fin de compte, après, on rajoute l'odeur qu'on veut lui injecter, c'est-à-dire la punaise de lit, les explosifs, les stupéfiants. Et une fois qu'il a le nez dessus et qu'il ne bouge plus, on lui jette sa balle, c'est sa récompense. Après un premier passage, pas de marquage, c'est positif. Cela signifie qu'il n'y a pas de punaise de lit dans le véhicule inspecté. Ce jour-là, ni lui, ni Roxane, passés avant lui dans d'autres bus, n'ont flairé l'insecte qui s'invite un peu partout, bien malgré nous. Pour vérifier qu'il n'a pas la truffe altérée, une deuxième phase de test est réalisée avec des échantillons de punaises vivantes, trouvés à tous les coups. Test validé, tout le monde est rassuré. C'est la première fois qu'on fait une opération comme celle-ci. Voilà, avec tout ce que nous avons entendu dans les médias et tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. L'objectif, c'était de nous rassurer, de rassurer aussi les habitants de la métropole et tous ceux qui utilisent les véhicules de notre réseau, et puis nos salariés. Pour rassurer encore plus ses usagers, la TAM précise également que ces différents bus et rames de tramway sont nettoyés quotidiennement. À ce jour, selon la société de transport, aucune punaise de lit n'a jamais été détectée. Installé à Troyes, le maroquinier Maison Jean Rousseau a recruté 24 stagiaires afin de leur apprendre les gestes nécessaires à la fabrication d'accessoires en cuir haut de gamme. Pour cela, ils suivent un parcours de formation interne à l'entreprise, encadré par des formateurs et des maîtres artisans. Le célèbre maroquinier prévoit de recruter et de former à terme 200 nouveaux collaborateurs pour son site de Saint-Savine. Regardez ce reportage de notre partenaire sur place, Canal 32. Si les 1500 à 3000 m² de la manufacture Jean Rousseau seront opérationnels en janvier 2025, la formation des futurs salariés a d'ores et déjà débuté ce lundi. Au sein du parc du Grand Troyes, les 24 premiers stagiaires entament un long cycle de formation. On sait qu'à l'issue de 400 heures de formation, généralement on apprend uniquement les bases. La manufacture Jean Rousseau s'est rendu compte que pour atteindre cette qualité, on ne l'apprend pas à l'école. Donc on a travaillé justement sur des talents parcours en interne pour se dire artisan. Aujourd'hui, il faut au minimum entre 2 et 5 ans. Avant de donner leur forme à des bracelets ou étuis en cuir très haut de gamme, ces apprentis artisans s'exercent à l'excellence sur du papier. On retourne à l'école. Alors souvent, un cutter, on a tendance à le tenir à pleine main pour pouvoir forcer dessus. Alors que là, on va vouloir avoir de la précision, on va tenir le cutter plus comme un stylo. Sélectionnés grâce à la méthode recrutement par simulation, ici certains apprentis n'ont aucune expérience dans ce domaine. Manufacture Jean Rousseau les accompagne en se basant sur d'autres qualités, leur dextérité et leur motivation. J'ai presque 10 années d'expérience dans le secrétariat médical. La chance, c'est qu'on puisse nous former et puis nous apprendre toutes les compétences nécessaires pour exercer ce métier. C'est un peu un petit rêve d'enfance.
Avantage du bassin d'emploi troyen, un tiers des apprentis ont tout de même une expérience plus ou moins longue dans le secteur textile. Notamment, 3 sont issus de l'entreprise Pause Café qui a fermé ses portes en juillet dernier. J'étais responsable des achats fournitures donc à Savipol, toujours dans au même endroit. Ça ne me change pas beaucoup justement en termes de parcours pour venir travailler. Sans attendre la construction de la manufacture, pour monter en compétences, à partir de janvier prochain, ces apprentis, soutenus par des artisans, participeront à la production. Des volumes de production assez faibles quand même, qui puissent échanger avec ces nouveaux artisans et apprendre de leur expérience également. Manufacture Jean Rousseau prévoit de coordonner des séances de recrutement chaque trimestre. À terme, le site devrait employer 200 personnes. Et puis, comme souvent dans cette édition, je vous propose de découvrir des innovations qui visent à améliorer notre environnement. On se rend à Thaon-les-Vosges, la commune qui s'est lancée dans la réhute, un qualificatif pour réutilisation des eaux usées traitées. Un procédé spécifique qui permet de débarrasser les eaux usées de leurs bactéries pour permettre l'arrosage d'espaces verts ou de nettoyage de voiries. Un reportage de la rédaction de Vosges Télévisions, regardez. Voilà une eau usée traitée qui ne devrait à l'avenir pas repartir systématiquement dans le milieu naturel. Nous sommes sur le site de la station d'épuration de Thaon-les-Vosges qui traite entre 1700 et 7000 mètres cubes par jour, soit 15 000 équivalents habitants répartis à Chavelot, Igné et Thaon. Et c'est une première pour une collectivité vosgienne. On va expérimenter ici la réhute, la réutilisation des eaux usées traitées via ce dispositif technique qui permet de pousser plus loin le traitement. Les eaux usées traitées des stations d'épuration actuelles contiennent encore beaucoup de bactéries. En fait, on ne le voit pas à l'œil nu, mais elles ont encore beaucoup d'agents pathogènes. Et donc, pour pouvoir les utiliser sur certains usages, il faut retirer ces dernières bactéries qui sont encore dans l'eau. Aujourd'hui, on alimente le nouvel équipement au débit de 10 mètres cubes heure. Cette eau surtraitée, en quelque sorte, sera donc à disposition de la ville de Thaon qui acheminera des camions-citernes à des fins d'arrosage, d'hydrocurage ou de nettoyage des voiries pour des besoins estimés entre 6 et 8 mètres cubes par jour. Dans la première fiole, donc l'eau usée telle qu'elle sort de la station d'épuration et donc ensuite l'eau sans les matières et débarrasser surtout des bactéries puisque c'est quand même c'est l'essentiel. Il fallait se lancer parce qu'on s'est rendu compte l'année dernière quand on n'avait plus la possibilité d'utiliser l'eau pour arroser nos plantes, pour faire les hydrocurages dans nos rues, on était bien embêtés et qu'il fallait se préparer à long terme à d'autres usages. Le stade Seyer par exemple, quand il faut l'arroser en été, c'est 50 mètres cubes jour. Et là ça commence à causer parce qu'on est encore aujourd'hui dans du pompage nappe. Et là quand on sera en capacité peut-être d'installer là-bas des citernes, d'être en capacité à ce moment-là peut-être même d'avoir des réseaux de transport un peu plus fluides de cette eau, là on aura optimisé. Un point d'étape sera fait à l'issue de l'été prochain, période test, avant d'envisager l'extension de cette réhute, la réutilisation des eaux usées traitées dans d'autres communes ou stations du secteur. Stocker nos données coûte cher en énergie et en impact environnemental. À Magny-les-Hameaux, dans le sud-ouest de Paris, le ministre de la Transition numérique a inauguré un data center éco-responsable. Regardez ce reportage de notre partenaire sur place de TV78 dans les Yvelines. Avec une surface de plus de 10 000 m², ce data center s'inscrit dans la continuité de la souveraineté européenne. Téléhouse l'a inauguré à Magny-les-Hameaux ce lundi 2 octobre en présence du ministre de la Transition numérique et des télécommunications. Nous avons là un centre de données qui va être destiné en priorité aux acteurs souverains, à des Dassault Systèmes, à des Thales qui sont géographiquement assez proches d'ici, puisque nous avons un territoire qui est très numérique et très fortement marqué par la souveraineté numérique. Fioul végétal, absence de gaz frigorigène, le data center se veut éco-responsable en mettant en place des actions concrètes pour réduire ses émissions de gaz. Quand on émet du CO2, c'est notre responsabilité de tendre vers le réduire. Et c'est le cas pour les data centers qui consomment beaucoup d'énergie, qui consomment beaucoup d'électricité. Donc notre responsabilité, c'est de prendre ce sujet à bras-le-corps et mettre des actions concrètes qui permettent d'arriver à zéro CO2 pour cette activité. Parce que l'essence même du numérique, c'est de décarboner l'économie. C'est-à-dire de réduire les flux physiques qu'il y a sur Terre et de les passer sur le numérique qui devient décarboné. Donc pour faire ça, on a une obligation et on essaie de remplir cette obligation. En voulant contribuer à un avenir plus durable, Téléhouse s'engage à atteindre la neutralité carbone d'ici 2026.
Et puis elle s'invite de plus en plus dans l'alimentation des Français. Petits fruits rouges orangés de la famille de la tomate, c'est la baie de goji. Des baies qui proviennent aujourd'hui essentiellement du marché asiatique. Pourtant, dans l'Oise, quelques producteurs français se sont lancés dans la culture de ces fruits. Jérôme Aubron les a goûtés pour WEO TV. Regardez. En Chine, on lui prête des vertus millénaires telles que la jeunesse éternelle. Oh, regarde là, il y en a. Regarde. C'est la baie de goji, petit fruit orangé de la famille des tomates que Valérie cueille avec délicatesse. On choisit les bien mûrs, bien colorés, charnus et bien orangés, vermillon, voire rouge. Je préfère cueillir avec la queue pour qu'elles se conservent mieux. Comme ça, au frigo, on peut les garder une dizaine de jours sans problème. Et pour le contrôle qualité, l'agricultrice peut compter sur son fils. Hé, mange pas tout, gourmand. Mets-les dans le kangourou, s'il te plaît. Ah oui, c'est super bon. Il n'y a presque même pas besoin de les croquer. Originaire de Méditerranée, la baie de goji s'est d'abord exportée en Chine. 90% des baies produites dans le monde proviennent désormais du marché asiatique. Pourtant, il y a 5 ans, c'est bien dans l'Oise que Valérie décide d'en développer la culture. Un pari sur l'avenir. Alors la baie de goji, elle pousse très bien sur un sol calcaire. Et notre plateau picard, il est justement très calcaire. Le climat évoluant, on arrive à des taux d'ensoleillement suffisants maintenant pour produire la baie de goji. Connue pour ses qualités gustatives, la baie de goji s'installe de plus en plus dans le régime alimentaire des Français. Et contrairement aux idées reçues, elle ne se consomme pas qu'en fruits secs. On a l'habitude de les trouver sèches dans les magasins, mais en fait, c'est comme tous les fruits, c'est meilleur frais, il y a plus de vitamines, et il y a tous les bienfaits, et le goût est plus savoureux. C'est le fruit qui contient le plus de vitamine C au kilo. Elle est aussi très riche en acides aminés. La France ne compte qu'une vingtaine de producteurs de baies de goji, d'où sa valeur. Pour des baies fraîches et bio, il faudra compter en moyenne entre 80 et 100 € le kilo, le prix d'une alimentation à la fois saine et locale. Voilà, et puis retour en Corse dans ce journal. Afin de prolonger la saison touristique, le domaine Maestracci a mis en place des visites de son vignoble. L'occasion pour le public de découvrir la culture de la vigne en biodynamie. Je vous propose d'écouter Camille Anaïs Raoult, propriétaire du domaine, au micro de Paul Claret et de Maë Poupard pour Télépaésé sur place. Nous accueillons les gens entre 10h et 10h30. Dès que le groupe est entier, nous commençons la visite en leur expliquant un petit peu l'historique familial, en les faisant rentrer dans notre petit monde et en essayant de leur faire partager au mieux notre passion et notre vécu. Voilà, si en métropole l'automne s'installe, en Martinique, la saison des croisières est lancée, je vous le disais dans les titres. Les touristes nord-américains ont débarqué dans la baie de Fort-de-France. Avec plus de 240 arrivées programmées, cette saison s'annonce prometteuse. Embarquement avec Loïc Régis pour VIA TV sur place. La croisière est bien partie pour s'amuser pour cette nouvelle saison. Ce matin, dans la baie de Fort-de-France, le premier bateau a fait escale. À son bord, des visiteurs nord-américains. Ce couple de Québécois est à la recherche de l'authenticité locale. Pour connaître la culture, l'histoire de l'île et connaître les personnes d'ici aussi. La façon que les gens vivent, très important. Et ensuite, on visite les églises, on visite les restaurants. Les choses culturelles. Un retour attendu par tous les professionnels qui gravitent autour des croisières. C'est le cas des excursionnistes. Pour eux, c'est la meilleure période en termes d'activité. C'est une période qui est assez importante pour nous parce que on fait un petit peu un plus important chiffre d'affaires. Voilà. Avec plus de 240 arrivées programmées, cette saison s'annonce plutôt positive. Le nombre de navires est en hausse, plus 20% par rapport à l'année dernière. C'est vrai que c'est la deuxième saison après Covid. L'année dernière, c'était la première saison, elle était déjà bonne. Celle-ci sera encore meilleure, puisqu'on attend environ 240 escales sur la Martinique avec un potentiel de 400 000 passagers sur l'ensemble du territoire. Cette année encore, les mouillages auront lieu aux marins, Anse d'Arlet et Saint-Pierre. La ville d'Arrêt d'Histoire se prépare pour ce défi avec 32 escales. C'est vraiment un enjeu de territoire, la portée de Saint-Pierre et que les touristes puissent se déplacer sur toutes les villes autour également. Maintenant, c'est bien sûr aussi un enjeu économique puisque on espère évidemment que ces touristes consomment sur la ville et sur le territoire.
Après 2 années perdues pour cause de crise sanitaire, le secteur semble donc redémarrer en fanfare. Cette saison, dans le sillage de 2022, devrait générer plusieurs dizaines de millions d'euros à l'économie touristique. Et puis du côté de la Sarthe, maintenant, les pompiers ont testé un protocole de sauvetage des œuvres d'art et objets du patrimoine au cœur de l'abbaye de l'Épau au Mans. Ces œuvres magnifiques demandent une intense vigilance afin d'éviter que ne se reproduise un dramatique événement comme lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris. On écoute le commandant Benoît Guérin au micro d'Enzo Maubert pour LMTV Sarthe. Le but de cet exercice, c'est de tester le plan de sauvegarde des biens culturels. Ce document vise à inventorier toutes les œuvres qui sont présentes au sein de l'abbaye royale de l'Épau et de définir des priorités d'évacuation ou de sauvegarde sur site de ces différentes œuvres. On ouvre une page sport dans ce journal. Le week-end dernier se déroulait la journée paralympique à Paris. Alors comment les para-athlètes voient les Jeux paralympiques de 2024 ? Notre partenaire 20 Minutes TV a posé la question aux principaux concernés. Regardez. Toute la journée, ils ont signé des autographes et ils ont même pu échanger une partie de tennis de table avec le président de la République, Emmanuel Macron. À 10 mois de leur JO, les athlètes paralympiques ont définitivement gagné leur lettre de noblesse. Là, on sent que ça change, et grâce à Paris 2024. Enfin, moi, mon handicap, c'est déficience intellectuelle, et que c'est pas parce qu'on a une déficience intellectuelle qu'on ne peut rien faire dans la vie, on peut faire plein de choses, on peut faire du sport, donc c'est une bonne chose pour moi. Yacine est à mobilité réduite et a bien reçu ce message. Aujourd'hui, cet amateur se teste sur les rampes avec son fauteuil. Je pense que déjà des Jeux Olympiques, même quand ils ne sont pas en France, ça motive. Alors chez soi, au pied de nos monuments, au pied de nos habitations, etc., forcément que ça va créer des vocations. Mais le handisport manque aujourd'hui de structures adaptées, selon Timothée Adolphe, médaillé d'argent du 100 mètres aux Jeux paralympiques de Tokyo. On a des messages sur Insta, effectivement, de jeunes qui me disent on adore ce que tu fais, on aimerait faire la même chose. Mais j'ai pas de guide, j'ai pas de club, alors on essaye d'aider, mais c'est pas toujours facile de le faire à distance, en plus de nos obligations qu'on a au quotidien. Pour Paris 2024, un fonds vient d'ailleurs d'être créé pour aider les clubs à former leur personnel à l'accueil de joueurs handicapés, comme Geoffrey Lamy, qui guide Timothée lors de ses courses. On a un petit peu professionnalisé le rôle de guide, et maintenant, des athlètes de haut niveau pense à remplir ce rôle-là, alors qu'avant c'était plus du bénévolat ou des athlètes qui sont sur la fin de carrière. Les para-athlètes français sauront sûrement susciter cet engouement espéré. Ils avaient créé l'exploit de doubler leur nombre de médailles entre les éditions des Jeux paralympiques de Tokyo et de Rio. Bravo, merci Ruben. Voilà, et puis dans vos kiosques, je vous rappelle la sortie d'un numéro spécial du magazine Le Point, consacré à Toulouse, notamment aux difficultés de logement. Jean-Luc Moudinque, maire de la Ville Rose, a pris le temps de répondre en détail aux questions de Valérie Pfeffer et de Stéphane Thépeau. L'hebdomadaire s'est aussi intéressé au pôle de compétitivité Aérospace Vallée et aux femmes inspirantes qui font Toulouse aujourd'hui. Une édition spéciale à retrouver chez vos marchands de journaux. Et puis cette fin de journal, parce que Vincent Van Gogh n'a pas seulement peint à Arles et à Paris, le château d'Auvers-sur-Oise se glisse dans le sillage de l'exposition événement du musée d'Orsay pour proposer un parcours original sur les derniers voyages du maître hollandais à l'occasion des 170 ans de sa naissance. Une équipe de VO News a visité l'exposition pour nous tous regarder. Au château d'Auvers-sur-Oise, c'est une invitation au voyage, aux côtés de Vincent Van Gogh, que vous propose cette toute nouvelle exposition. Voyage à travers les derniers lieux parcourus par l'artiste, Arles, Saint-Rémy-de-Provence, mais aussi Paris, où Vincent a rejoint son frère. On a désiré ici reproduire la vue que Vincent Van Gogh avait de cet appartement sur les toits de Paris, qu'il a reproduite à de nombreuses reprises. Également un jeu de ces croquis, qui sont évidemment des reproductions ici, mais qui sont de très belles reproductions. Auvers-sur-Oise est le dernier voyage de Van Gogh. L'artiste va y peindre 74 tableaux en 70 jours, une ville qu'il découvre grâce à son frère. Au moment où il décide de devenir artiste, il échange avec Théo, son frère, qui va être son soutien financier et affectif pendant toute cette période. Et il dit « Théo, j'ai le mal du pays des tableaux.
Il veut retrouver le pays des tableaux. Il a tenté à ce moment-là, pendant 4 ans, de devenir prédicateur. Et donc il avait quitté le monde des tableaux, puisqu'avant il était marchand d'art. En tant que marchand d'art, il avait vu des tableaux tout le temps, dont de nombreux tableaux d'Auvers-sur-Oise. Et donc retrouver ce territoire-là, où il n'avait jamais mis les pieds physiquement, mais qu'il connaissait par cœur à travers les œuvres, pour lui c'était un retour au pays des tableaux. Les toiles de Van Gogh présentées ne sont évidemment pas des œuvres originales, mais des reproductions à l'échelle d'un réalisme plus vrai que nature. Le musée Van Gogh d'Amsterdam nous a offert une série de 9 tableaux qui sont d'un réalisme vraiment bluffant. Et c'est vrai qu'il faut un œil sacrément entraîné pour voir la différence, y compris dans la pâte. Vraiment, les œuvres sont en relief, les couleurs sont parfaitement restituées et même les cadres d'origine sont reproduits. L'exposition se termine dans cette grande salle de 300 mètres carrés avec une projection immersive émouvante à 360 degrés sur le séjour de Van Gogh à Auvers-sur-Oise. L'exposition Van Gogh, les derniers voyages est à voir jusqu'au 29 septembre 2024 au château d'Auvers-sur-Oise. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.